Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous montrer tous les basiques à propos du serveur VIP. On a choisi FreeBSD comme environnement de travail, un système d'exploitation avancé pour les plateformes modernes de type serveur. Vous n'êtes pas obligé de travailler sur le même OS, vous choisissez le système d'exploitation qu'il vous plaît. Et comme vous voyez, Asterisk sur notre serveur aujourd'hui, un logiciel open source énormément magnifique. Et en partie pratique, on va traiter pas mal de ces fonctionnalités, mais tout d'abord, on va voir théoriquement le fameux VoIP, qu'est-ce que c'est, pourquoi l'utiliser et comment ça marche. Pour ceux qui n'ont pas l'intérêt de voir la partie théorique, vous trouverez au panneau de description quand est-ce que la partie pratique commence. Dans cette partie, on va traiter l'installation de serveur astérisque. On va compiler le code source pour que vous pouvez l'installer, que qu'il soit votre OS. Après, on va configurer un script pour que le serveur marche en background. Ensuite, on va le configurer en ajoutant des utilisateurs pour faire des appels ainsi que la configuration de boîte vocale, les conditions du temps et la musique d'attente. Donc on commence voix sur IP ou VoIP pour Voice over Internet Protocol. C'est de la transmission de la voix via Internet. C'est une technologie qui permet de délivrer les communications vocales ou multimédia comme les vidéos par exemple via le réseau Internet. VoIP pour transformer une connexion Internet standard en un moyen de passer des appels téléphoniques gratuits. Avant les entreprises, on utilise de la téléphonie traditionnelle en utilisant ce qu'on appelle un PBX, Private Branch Exchange, qui relie les lignes internes d'un système téléphonique. Le problème est que dans ce cas, ce réseau est considéré comme un réseau séparé. La solution est d'utiliser les serveurs VoIP. Tous les trains passent par le réseau Ethernet, donc vous n'êtes plus besoin de maintenir deux réseaux différents. Ainsi que le majeur avantage des serveurs VoIP est qu'ils ne doivent pas être obligatoirement dans le bâtiment. Il se peut qu'ils soient en dehors de quelque part dans l'Internet, ainsi que du côté juridique, il y a plein de restrictions qui encadrent l'utilisation des lignes téléphoniques. Par contre, il n'y a pas plusieurs qui limitent la transmission des données qui arrivent par hasard d'être capables de transférer la voix sur IP. Donc, on a besoin tout d'abord d'un serveur VoIP. On sait déjà qu'un serveur est un ordinateur qui rend service aux autres ordinateurs. Donc, ce serveur est physiquement un ordinateur avec des ports, disque dur, RAM et tous ces trucs de fantaisie. Dans ce serveur, un logiciel est installé qui va gérer tous les appels, le nombre d'utilisateurs et son ID. On verra tout cela après aux parties pratiques en configurant le serveur Asterisk. Asterisk, ce n'est qu'une seule solution parmi plusieurs. Vous trouvez d'autres comme Trixbox, euh, 3CX et Accent de NCA Software qui sont propriétaires. Ces serveurs beaucoup plus performants et de voix à très bonne qualité. Même les solutions libres vous offrent de très bonne qualité. La différence est cela vous demande une bande passante plus élevée car votre serveur utilise ce qu'on appelle des codecs qui déterminent l'encodage des trafics de voix. Et la plupart des serveurs propriétaires utilisent des codecs payants qui vous offrent la voix à meilleure qualité par la bande passante la plus petite, afin que votre réseau ne soit pas stressé d'une part. D'autre part, les codecs libres vous offrent également une voix à très bonne qualité, mais la bande passante sera plus élevée. D'ailleurs, si vous avez une petite entreprise avec un réseau fort, vous n'avez rien à craindre. La grande chose à propos Asterisk est qu'il supporte différents protocoles SIP, IAX, MGCP, AS3, 2.3. En plus d'un serveur VoIP, on a besoin des VoIP clients. La chose intéressante est qu'il n'y a pas une seule méthode pour mettre un appel. Vous trouverez trois méthodes différentes. Par un analog telephone adapter, IP phones, que sont les hard phones, et computer to computer, ce sont les soft phones. ATA ou analog telephone adapter est la méthode la plus commune aujourd'hui. Ce dernier vous permet de connecter un téléphone standard à un ordinateur ou une connexion Internet pour utiliser la voix sur IP. L'ATA est un analog to digital convertisseur. Elle prend le signal analogique
créé par le téléphone traditionnel, puis il le convertit en un signal de données digital pour le transmettre à travers l'Internet. Vous simplement bénéficiez d'un téléphone traditionnel dans une architecture VoIP. Connectez le câble au ATA au lieu de prise et voilà, vous êtes prêt à mettre des appels VoIP. Les IP phones ou hard phones, ce sont des téléphones apparents exactement comme les téléphones standards, mais la différence c'est qu'il y a au lieu d'un port RG11, un port RG45, bien sûr pour se connecter au réseau Ethernet. Les IP phones connectent directement au serveur et disposent de tout le matériel et logiciel nécessaire à la gestion des appels IP. Computer to computer ou soft phones est la méthode la plus simple à utiliser. Vous n'êtes même pas obligé de payer pour un appel longue distance. Il y a pas mal de compagnies qui vous offrent des logiciels gratuits comme ZoIP Lite ou à bas prix comme 3CX et Bria pour les utiliser. Donc, vous avez besoin du logiciel, accès Internet préférable qu'il soit rapide et vous êtes prêt à mettre des appels. Assez maintenant de la discussion théorique, passons aux pratiques. Comme j'ai déjà cité, on va travailler sur FreeBSD. Maintenant, je suis sur Ubuntu, donc la première des choses à faire pour moi sera de se connecter en SSH au serveur. Mais vous pouvez travailler directement sur votre serveur en ouvrant un terminal et utiliser les mêmes commandes que je vais taper ici. Donc, SSH tuto 192.168.1.23 va nous connecter en tant que tuto, un utilisateur à la machine 192.168.1.23. Là, on a FreeBSD installé. Notre serveur, on va installer Asterisk. Donc, entrée. Il va vous partager la clé du cryptage. Yes. Entrez le mot de passe. Maintenant, on va se connecter en tant que super user. SU, mot de passe encore une fois. Screen fetch. Voilà, nous sommes sur FreeBSD. Donc, tout d'abord, package install-y wget. Pour installer l'outil wget qui va nous servir au téléchargement du code source. Package n'est pas installé par défaut sur FreeBSD, donc il va vous demander confirmation. Vous allez répondre par Y. Il va installer package premièrement, après il va installer wget, mais après 7-Y ici va répondre à toutes les questions de confirmation par yes. Et comme vous voyez, j'ai déjà l'installé. Et bien évidemment, la prochaine chose à faire sera d'installer notre logiciel Asterisk. Cela dépend du système d'exploitation que vous utilisez, mais il y a vraiment pas mal des méthodes à utiliser pour l'installer. Ici par exemple, ça sera très facile d'écrire la commande package install-y asterisk 13. Et si vous utilisez vous-même de FreeBSD, je recommande énormément de l'utiliser, mais cette commande ne marchera pas sur tous les systèmes d'exploitation. C'est pour cela qu'on a utilisé la méthode d'installation par compilation, alors que vous soyez capable de l'utiliser sur la plupart des systèmes d'exploitation. Et si vous utilisez FreeBSD, ce vidéo va vous guider de A à Z, mais étape par étape, je vais donner des indices sur les autres systèmes d'exploitation. Tout d'abord, on va commencer par télécharger le code source du logiciel Asterisk. On va le télécharger du site officiel. Donc, on va ouvrir notre navigateur préféré. On va chercher asterisk.org. Après, on va cliquer sur Downloads. Donc, quelle version à télécharger? Vous allez trouver Asterisk Communication Framework. Cela vous offre le code source de toutes les versions existantes. Et on a Asterisk Now Software PBX. Et cela n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire. Celui-là vous offre le logiciel Asterisk plus un petit système d'exploitation intégré. Tout cela dans une image ISO. Donc, vous devez le graver sur un CD ou DVD, puis l'installer dans un disque dur séparé aux partitions, bien sûr. Donc, ce qu'on va traiter aujourd'hui sera Asterisk Communication Framework. Quelle version à choisir? Laissez-moi vous afficher tout d'abord toutes les versions.
Ici, il y a trois versions astérisque recommandées, version 13, 14 et 15, deux versions standard et deux versions LTRS pour long term support ou support à long terme. Donc la version 14 et 15, vous pouvez dire que ce sont des versions de développement. Donc on crée de nouvelles choses, on les teste en 14, s'ils marchent bien, on va les ajouter en version 15. Cela veut dire que la version 15 sera la prochaine version stable. Personnellement, je vous recommande d'utiliser la version 13 et elle est recommandée même par le groupe des développeurs astérisques. La version 13 est la version la plus supportée aujourd'hui. Donc, certifié ou pas, je vais laisser cela à vous de choisir. Certifié veut dire qu'il est une version encore plus stable, mais cela veut dire encore qu'un nombre des fonctionnalités non supportées par tous les systèmes d'exploitation sont été éliminées. Mais les fonctionnalités qu'on va traiter aujourd'hui sont toutes là. C'est pour cela que je vais utiliser la version 13 certifiée. Donc vous défilez, on va chercher la version 13 certifiée. Il est là. On va faire clic droit et copier link location. On va revenir à notre serveur wget et espace CTRL SHIFT V pour coller et entrer. On va le laisser télécharger le paquet de code source de notre logiciel astérisque. Voilà, wget a terminé le téléchargement. ls pour lister l'ensemble des dossiers et des fichiers dans le directoire courant. Voilà, notre fichier, il est téléchargé. Donc il est compressé, il faut le décompresser. Donc on va taper tar, x pour extraire, f pour file pour choisir le fichier à extraire et v pour verbose, alors pour qu'il détaille l'ensemble des étapes qu'il a fait pour décompresser ce fichier. Et on va donner le nom du fichier à décompresser, donc astérisque. Et notez bien que tabulation vous complète très bien. CTRL L pour clear. On va maintenant ls et on va se déplacer vers le fichier fraîchement décompressé astérisque. Certified 13, donc cd astérisque tabulation, c donc er tabulation encore une fois, entrée ls et voilà notre directoire principal du fichier astérisque. La première des choses sera l'installation des dépendances. La plupart du temps, cela sera très difficile, mais heureusement, le groupe de développement du projet Astérisque nous donne un script prédéfini qui vous cherche les prérequis nécessaires à la compilation du code. Ce script, comme le site officiel l'indique, est nommé install prereq. Ce script prend un de ces trois options. Il y a test, install et install un package. On va s'intéresser aux deux premiers. Donc, sans perdre du temps, on va le tester dès maintenant. Le site dit que le script existe dans le sous-directoire contrib scripts. Donc, on le teste. Nous sommes maintenant où user home tuto, donc ls pour lister l'ensemble des directoires. On va se déplacer vers le directoire principal de notre logiciel. Coïncidence, d'accord, er tabulation entrée ls. Le directoire qu'ils ont dit, c'est de contrib, là où il est, cd contrib tabulation. Un autre dans ce directoire, il existe un autre qui s'appelle scripts tabulation scripts et ls pour lister, là où il est install prereq, donc point slash pour l'exécuter, install underscore tabulation et on va lui donner l'option test. Entrée. Qu'est-ce qu'il va nous donner ce script?
Voilà, il vous donne une commande complètement prédéfinie. Vous le copiez, CTRL-SHIFT-C, vous le collez, CTRL-SHIFT-V. Entrée, elle va installer l'ensemble des dépendances que vous pouvez l'utiliser. Une autre méthode, c'est au lieu d'utiliser l'option test, vous pouvez utiliser l'option install. Dans ce cas, il va commencer l'installation dès que vous tapez entrée. Voilà, après on va assurer que tous les dépendants sont bien été installés. Le script configure va le faire pour nous. Déplaçons-nous tout d'abord vers le directoire principal, cd deux points, ls. Elle est où le fichier configure? Ici, donc on l'exécute, ./configure, tabulation, et on va l'exécuter. Il va assurer si l'environnement de compilation est bien prêt pour la compilation. Au cas où quelque chose ne marche pas, elle va nous montrer ce qu'il manque à installer. Mais si tout bien passé, un logo astérisque en caractère ASCII s'affiche, indique que tout est prêt pour la compilation. Voilà, le logo est affiché, donc on va passer à la compilation. Rien n'est assez simple. Make, entrée. Maintenant, vous pouvez aller boire votre tasse de café jusqu'à ce que ce soit fait. Voilà, mesdames et messieurs, l'étape suivante sera d'installer notre programme. Maintenant, il est compilé, tout est bien, mais il faut qu'il soit installé pour qu'on puisse l'utiliser en dehors de ce dossier. Make install va le faire pour nous. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Voilà. Après, on va créer les fichiers de configuration du vase, car vous allez remarquer qu'au dossier user local etc, il existe un dossier qui s'appelle astérisque, mais il est vide. Donc la prochaine étape sera de créer l'ensemble de ces fichiers. Pour faire ça, en se déplaçant encore une fois au dossier principal de notre logiciel, astérisque CR. Et ici, on va exécuter la commande make samples entrée. Cela va nous générer tous les fichiers de configuration. On peut dès maintenant tester si le logiciel est bien installé, mais tout d'abord, laisse-moi assurer si les fichiers de configuration ont été bien générés. Donc ls user local etc astérisque, et comme vous voyez, tous les fichiers ont été générés. Donc on peut tester dès maintenant si le fichier, c'est notre programme, est bien installé en exécutant la commande suivante, astérisque -c www. Le C pour qu'il nous donne un console, et V pour verbals. Comme ça, elle va très bien nous détailler les processus qui déroulent en derrière de l'exécution. Et le plus de V vous ajoutez, le plus il va détailler. Donc entrée, comme vous voyez, c'est ça le verbose. Et enfin, et là, nous donner un console. Donc il marche bien. CTRL-C pour sortir. Maintenant, on est arrivé à la partie critique de notre tutoriel, le script d'initialisation start-stop de notre logiciel. Cette partie n'est pas difficile, mais cela dépend de votre OS. Dans le sous-directoire contrib init, init.d, vous allez trouver pas mal de scripts prédéfinis, des scripts d'initialisation. Si vous utilisez par exemple Ubuntu est basé sur Debian, donc vous allez utiliser ce script là. Il y a même des scripts pour Arch Linux, CentOS ou Mandriva.
Mais comme vous avez remarqué, ces scripts ne couvrent pas tous les systèmes d'exploitation et il n'y a même pas un script pour FreeBSD. Mais pour les utilisateurs de FreeBSD, je vais vous donner le script moi-même si vous utilisez un OS différent. Et il n'est pas listé dans ce répertoire, dans votre solution, et de chercher un script ou une solution dans le forum Asterisk. D'ailleurs, Asterisk vous offre encore un autre script pour l'installation de script d'initialisation, mais cela ne marchera que si votre OS est listé parmi les fichiers les fichiers dans le sous-directoire contrib-init. Pour utiliser ce script, déplacez-vous encore une fois dans le fichier principal, donc c'est des deux points, et tapez la commande make config. Et comme vous voyez, cela ne va pas marcher pour moi, bien sûr, parce que mon système d'exploitation n'est pas listé parmi les systèmes d'exploitation ou parmi les fichiers de configuration de script d'initialisation dans le répertoire contrib-init. La solution pour ce qu'il travaille sera FreeBSD, et c'est pour cela que je vous recommandé antérieurement d'utiliser la commande package install *13, car cette commande vous offre un fichier binaire directement. Elle est précompilée ainsi qu'il vous installe le logiciel, créez les fichiers de configuration du base et en plus vous offre le script d'initialisation. Cette commande traite toutes les étapes qu'on a fait. En outre de ces deux méthodes d'installation, il y a une autre méthode sur FreeBSD, c'est de l'installation par porte. Cette méthode est un peu près de la dernière qu'on a utilisée. Donc vous allez compiler le code source, car les ports sont un ensemble d'instructions qui permet de porter le logiciel tiers dans l'arborescence de FreeBSD. À partir du code source et dans ce port, il y a un script d'initialisation prédéfini. Et oui, vous l'avez remarqué, on va l'utiliser. On va le copier vers notre directoire des scripts par défaut. Ça sera copy user local, je m'excuse, port net astérisque. On va voir si on a des fichiers, des dossiers astérisques, et voilà, il y a un seul. On va choisir astérisque 13. Dans astérisque, il existe un dossier qui s'appelle files tabulation, et le fichier qu'on veut le copier s'appelle asterisk.in. On va le copier vers le directoire des configurations, des fichiers de configuration, des fichiers de configuration, ou le fichier des scripts d'initialisation. Il est en etc /rc.d / on va appeler le fichier asterisk.in asterisk tout court asterisk. Entrée, comme ça on a copié le fichier. Vous pouvez aussi le copier au directoire des scripts d'initialisation locale. Ça sera user local etc rc.d, et il va marcher parfaitement bien. La dernière des choses à faire dans la configuration du script, c'est de modifier le script pour qu'il rime avec notre environnement. On va le voir tout d'abord via etc rc.d /asterisk. VI est un éditeur de texte. Vous pouvez utiliser Nano ou n'importe quel éditeur de texte. Et ici, on a deux variables à changer. Le premier est asterisk user et le deuxième c'est prefix. L'utilisateur sera root pour l'instant, mais on va le modifier après, car il faut bien gérer votre environnement et le sécuriser. Si par hasard quelqu'un peut consulter à asterisk, alors asterisk est en mode root. Ça sera hyper dangereux, mais au moins on laisse cela plus tard. Donc user root préfixe. On va voir d'où vous allez l'avoir. Donc échappe 2.wq write and quit pour écrire et quitter. Entrée. Vous tapez type asterisk
Voilà, vous le copiez, sélectionnez, CTRL-SHIFT-C. On va rentrer au fichier de configuration encore une fois. VI etc rc.d astérisque et on va modifier le chemin du fichier binaire ici. Vous pouvez utiliser la touche D pour supprimer les caractères comme ça et CTRL-SHIFT-V pour le coller, mais vous devez être en mode insert, donc CTRL-SHIFT-V, supprimer, encore une fois échappe, 2 points, right and quit, entrée. Et donc on va le tester et ça ne marchera pas, je pense. Donc etc rc.d astérisque starts. On essaie ls-l pour lister, vous donner des informations détaillées. De tc rc.d astérisque. Et comme vous voyez, le fichier n'est pas exécutable. On va le modifier, chmod. On va utiliser pour l'utilisateur et le groupe l'option d'exécution user group plus execute pour le fichier astérisque qu'il existe en répertoire etc rc.d astérisque. Encore une fois ls-l etc. Maintenant, comme vous voyez, elle est exécutable et on l'essaie encore une fois. Top. Vous pouvez voir que c'est astérisque r c v. On va essayer de l'arrêter. Donc on va essayer service astérisque stop. On va voir ce qu'il va donner. Stop as set asterisk enable to yes in etc rc.conf or use. Donc il a nous demandé d'ajouter cette option dans le fichier etcrc.conf. C'est ça ce qu'on va faire. Il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple, c'est de taper la commande suivante, echo, l'option qu'ils ont demandé d'ajouter, astérisque underscore enable equal yes en majuscule, après 2 supérieurs. Notez que j'ai fait 2 supérieurs, cela veut dire que je vais ajouter au fichier. Si vous avez mettez un seul supérieur, ça va réécrire votre fichier, vous allez perdre votre fichier rc.conf. Donc faites attention, le fichier sera etc rc.conf. Entrée. Si vous allez capter le fichier maintenant, etc rc.conf. Voilà l'option qu'on a ajoutée. Maintenant on va essayer d'arrêter notre service asterisk not running. On va essayer de la démarrer. Starting asterisk top. Et voilà, comme vous voyez, notre service démarre parfaitement. Pour sortir, vous cliquez CTRL-C, CTRL-L. Et la dernière modification sur ce script sera de changer l'utilisateur. Comme j'ai déjà dit, il est dangereux de l'utiliser en tant que route. VI astérisque ou VI etc
rc.d astérisque. On va utiliser l'utilisateur encore une fois. Cette fois, l'utilisateur sera astérisque. Donc, vous tapez I pour entrer en mode insert, pour que vous pouvez écrire ou vous pouvez modifier le fichier. Astérisque, échappe, 2 points, write and quit, entrée. Et maintenant, on va créer un nouveau utilisateur. Donc, add user. Le nom d'utilisateur sera astérisque. Full name, c'est pas la peine. UID comme défaut. Login group astérisque. Entrée. Login group is astérisque invite. Non. Login class. Entrée. Shell. Je ne vais pas l'affecter à un shell, donc no login. Je ne vais pas l'affecter à un shell car on ne va pas l'utiliser. Home directory entrée. Home directory permissions default. Use password based authentication. Non, je veux pas utiliser des mots de passe. Lockout the account after no. Par défaut, donc entrée. Oui, yes. Les données sont correctes. Et non, je veux pas créer un nouveau. Comme ça, on a créé notre utilisateur. Donc, il reste... D'ailleurs, si vous avez... On peut voir notre utilisateur. Vous pouvez le voir sur le fichier passwords. Donc, on va tail pour voir la fin de notre fichier. Le fichier sera etc passwords, là où tous les utilisateurs sont listés. Et ici, notre utilisateur qu'on a créé. Donc... maintenant, il reste à changer le propriétaire des dossiers utilisés par astérisque. Donc, chown pour changer de owner ou le propriétaire, -R majuscule pour recursively, c'est-à-dire d'attaquer pas seulement le dossier, mais aussi tous les fils de ce dossier, les sous-directoires de ce directoire, donc les astérisques et l'utilisateur. Le nom d'utilisateur, le nom de propriétaire de dossier qu'on va changer, et le dossier sera var spool astérisque et var run astérisque. Entrée, et voilà. Et enfin, on va modifier le fichier de configuration par défaut. Tout d'abord, il faut le copier vers le directoire des fichiers de configuration par défaut. Donc, je me déplace vers init.d, donc contrib dans le directoire par défaut, le directoire principal de notre logiciel. ls, voilà, etc default, donc cp pour copier et etc tabulation vers etc default, je vais l'appeler astérisque et entrée. Je vais le modifier maintenant, vi etc default astérisque. Ce que je vais modifier, c'est je vais décommenter ces deux lignes, D touche droite, D touche droite. Bien sûr, si vous avez créé un utilisateur nommé X, vous devez changer cet astérisque et cet astérisque avec le nom X de votre utilisateur. Puisque j'ai créé un utilisateur qui s'appelle astérisque, je vais rien changer. Donc 2 points write quits. On va voir si notre service est déjà... Ah oui, vous pouvez voir que notre service est déjà en mode start. Mais vous pouvez voir que l'utilisateur est root. Donc CTRL-C, CTRL-L. Ce qu'on va faire, c'est de restart notre service. Service astérisque restart. Entrée. Comme vous voyez, stop and astérisque, start and astérisque. Top.
pour voir les process. Et comme vous voyez, astérisque maintenant euh, est utilisé par l'utilisateur astérisque. Après l'installation et la configuration du logiciel astérisque et son script pour marcher en background, on passe maintenant pour création des utilisateurs ou bien des clients de mon serveur. Et pour faire ça, il y a un fichier nommé sip.conf dans le chemin user local etc astérisque. Premièrement, il faut faire une copie avant de le modifier bien sûr. Donc, cp copier sip sip.conf sip.conf.org. Pour modifier, je préfère d'utiliser l'éditeur VI. Voilà, comme vous voyez, ce fichier contient la documentation aussi qui me dérange. Je vais faire un truc pour supprimer les commentaires. Ça veut dire les lignes qui ont début, point virgule, ça veut dire un commentaire. Et supprimer, delete. Voilà. Je vais aller à la fin de mon fichier. Et j'ajoute mes utilisateurs. Pour ajouter un utilisateur, j'ouvre mes crochets et je mettais le numéro d'utilisateur ou bien le client. Par exemple, 3000 et le type d'utilisateur égale friend. Le type d'objet SIP friend a le sens d'un utilisateur. Et contexte égale par exemple work. Le contexte, on verra ça dans l'étape suivante. Et allow égale you allow et allow. C'est l'activation du codec youlow et allow. Et après le secret. Et bon, c'est le mot de passe du compte SIP. Par exemple 2017. Et après le host dynamique. Vous pouvez connecter à ce compte SIP à partir de n'importe quelle adresse IP. Enfin, le full name. C'est le prénom et le nom de l'utilisateur, ce qui sera affiché sur le téléphone lors d'un appel. Voilà. Je veux copier cet utilisateur. Je vais le modifier pour créer un autre utilisateur. Changer secret. Et le nom. Et sauvegarder le fichier. Donc maintenant, on a des utilisateurs, mais elles sont pas encore capables de faire des appels. Pourquoi? Parce que bien sûr, on n'a pas encore configuré le dial plan. C'est lui qui va gérer nos appels. Le dial plan ou plan d'appel est le fichier de configuration d'astérisque qui permet de configurer en gros que de passe-t-il si j'appelle tel numéro. Nous allons donc configurer astérisque de telle sorte
que l'utilisateur 3000 puisse appeler le numéro 3001. Le fichier de configuration est extension.conf. Je vais faire une copie de ce fichier. Et je vais taper cette commande pour vider le fichier. J'ouvre le fichier pour ajouter mes propres paramètres. Work et le contexte, c'est une sorte de conteneur dans lequel les utilisateurs faisant partie de ce contexte pourront communiquer entre eux. Lors de la création de nos deux utilisateurs, nous avons spécifié le contexte work. Extension extend déclare l'extension. On peut aussi simplement dire numéro 3xxx prend les extensions ou numéros de 3000 à 3999. Le 1, l'ordre de l'extension. Dial, application qui va être utilisée. SIP, le protocole qui va être utilisé. $extend, variable de l'extension composée. Si on appelle le 3001, le variable $extend prendra comme valeur 3001. Et le 20, c'est le temps d'attente avant de passer à l'étape suivante. Donc cette ligne se traduire par quand on compose le numéro par exemple 3001, on appelle le numéro 3001 et si au bout de 20 secondes il n'y a pas de réponse, on passe à la ligne du dessous. L'avantage de la ligne est qu'elle permet d'appeler les numéros de 300 à 3999. La seconde ligne permet de raccrocher s'il n'y a pas de réponse au bout de 20 secondes. Donc pour tester, on a utilisé un softphone et un hardphone. Donc on va commencer la configuration. On a utilisé The Hyper comme exemple de softphone. The Hyper. Donc on va se connecter en tant que free user. Le nom d'utilisateur 3000. Password 2017. Entrée. Ici Lost Name. Donc pour moi ça sera l'adresse IP de mon serveur 21. Next. On n'a pas configuré de proxy d'authentification. Là il va scanner le protocole que vous utilisez, la détecter SIP ou DP. Next. Et vous êtes prêt. Donc on va configurer cette fois l'IP phone, l'hardphone. Vous lancez votre navigateur et vous entrez l'adresse IP de votre IP phone, le nom d'utilisateur, le mot de passe entrée.
L'interface peut se différer d'un IP phone à un autre, mais le concept reste le même. Quick Setup. On va activer le IP Registrar. Enable. D'accord. Ici, l'adresse IP de votre serveur. Si vous n'avez pas changé du port, ne le touche pas. Ici, l'ID, username, password 2016 et submit pour faire la mise à jour. Et vous allez voir un feu vert va s'afficher, voilà, indiquant que le mise à jour a bien été effectué. On va se connecter maintenant à notre serveur ici dans FreeBSD. On va lancer astérisque www pour le verbose SIP show peers pour voir si les adresses IP ont été bien affectées, et comme vous voyez tout marche bien. On va essayer d'appeler maintenant notre Zoreper 3001 entrée. Très bien, et comme vous voyez la connexion a été établie. Donc hang up. Très bien. On passe maintenant à la configuration des boîtes vocales. Commençons par éditer le fichier voicemail.conf. Work, c'est le contexte dans lequel se trouvent nos utilisateurs. Et le 3000, c'est le numéro de l'utilisateur. Et 1, 2, 3, 4, c'est le mot de passe pour accéder à la boîte vocale. Et, et après, le prénom et le nom de l'utilisateur. Et je sauvegarderai. Maintenant, nous allons éditer le fichier extension.conf pour configurer deux choses. Premièrement, le fait qu'au bout d'un certain temps, astérisque bascule sur la boîte vocale de l'utilisateur si celui-ci ne répond pas. Et deuxièmement, la création d'une extension pour créer le numéro qui servira à consulter la boîte vocale. Donc j'ouvre le fichier extension. Je vais donc remplacer la ligne hang up, la deuxième ligne, avec le voicemail est l'application qu'on va utiliser, et $externe @work, on récupère la numéro maison variable et on se connecte à la boîte vocale associée de contexte work, comme précisé donc dans le fichier voicemail.conf. Cette ligne permet donc de basculer sur la boîte vocale de l'utilisateur appelé s'il n'y a pas de réponse au bout de 20 secondes. Je vais aussi rajouter une ligne. On a déclaré le numéro 333 comme numéro de messagerie, et voicemail main, c'est l'application qu'on va utiliser. Et
caller ID new. On récupère le numéro de l'utilisateur qui est appelé pour se connecter à sa boîte vocale. Et @work, on est toujours dans le contexte work. Cette ligne donc sert à mettre en place un numéro pour que nos utilisateurs puissent consulter leur boîte vocale. Je vais sauvegarder ce fichier et ouvrir astérisque et faire un reload. À partir de maintenant, vous pouvez déposer des messages vocaux entre vos utilisateurs et faire en sorte qu'ils consultent leur messagerie en appelant le 333. Donc on va essayer maintenant d'appeler de l'IP phone vers cette softphone. Donc il va appeler 3000. Donc comme vous voyez, il vous appelle. Mais comme on a déjà spécifié dans le fichier de configuration, il faudra attendre 20 secondes jusqu'à ce qu'il soit redirigé vers la boîte vocale. On va voir maintenant s'il va nous diriger vers la boîte. Bonjour Monsieur Amar, message de texte. Donc après qu'on a enregistré notre message dans la boîte vocale, on va appeler 333 pour voir nos messages. Je vais vous demander votre mot de passe. Password. Le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. You have one new message. Press 1 for new messages. Donc on va First cliquer 1. message. Bonjour, Monsieur Amar. Message de texte. Press 3 for advanced options. Et comme Goodbye. vous voyez, la boîte vocale marche parfaitement bien. Maintenant, imaginez que nos utilisateurs ont des horaires de travail et c'est logique. Donc, on a besoin d'une méthode qui va gérer les horaires. Donc, je vais ajouter quelques lignes dans le fichier extension.conf et après je vais l'expliquer. Maintenant, si j'appelle un numéro qui commence par 3, elle va aller à le contexte time check et elle va vérifier que nous sommes bien entre 8h et 17h et entre lundi et vendredi. Si c'est le cas, on rend directement à extend OK1 qu'il va retourner et faire l'appel. Sinon, raccrocher l'appel. Donc on va tester. Comme vous voyez, aujourd'hui c'est le lundi à 10h du matin. D'après la condition de zone du temps, il faut que l'appel marche ou passe bien. Donc 3001. Maintenant, je vais changer l'horaire pour le deuxième test. La zone du temps maintenant est de 4h à 5h du soir, du lundi à vendredi. Et aujourd'hui c'est le lundi et c'est 10h du matin. Donc il faut que l'appel ne passe pas. On va tester 3001. Le voilà, l'appel n'a pas passé. On passe maintenant à la configuration des files d'attente. Le fichier de configuration est queue.conf. Pour commencer, je vais configurer une file d'attente nommée commercial.
commercial, c'est le contexte. Music on hold définit le contexte des musiques d'attente. Stratégie, il y a 6 différentes stratégies. Première stratégie, Ring All, fait sonner tous les téléphones des membres de la file d'attente disponibles. Random, appeler un agent de la queue au hasard. RR Memory, appeler le membre qui vient après le dernier membre appelé. Fewest Calls, appeler le membre qui a le moins été appelé de cette queue. Round Robin, fait sonner les membres de la queue après l'autre cycliquement. Least Recent, fait sonner le dernier membre appelé. Et le timeout, on définit le temps avant que l'appel passe à un autre membre. Si vous êtes en ring all, au bout d'un certain temps, le téléphone s'arrête de sonner et reprend à un certain temps. Leave when empty, si des clients sont dans la file d'attente et que les membres se déconnectent, alors les clients peuvent être basculés sur la messagerie directement. Enfin, membre permet de définir les membres présents dès leur connexion dans la file d'attente. Dans la file commerciale, j'ai assigné directement les numéros 300 et 3001 qui correspondent à mes utilisateurs. Si vous voulez en rajouter d'autres, vous pouvez rajouter la même ligne en dessus avec le numéro que vous voulez. On passe maintenant à le fichier extension.conf pour définir la file d'attente. Concrètement là, nous avons assigné le numéro 115 à la queue commerciale. On répond au téléphone, on l'ajoute à la queue commerciale. Surtout ne pas oublier le virgule T, sinon il vous sera impossible de récupérer les appels de la file d'attente. Enfin, si personne n'est disponible, on bascule sur la boîte vocale. Donc, on a créé une file d'attente sous le numéro 115 et on a défini la stratégie Ring All. Donc, quand j'appelle, il faut que l'appel passe à 3001 et 3000. Comme vous voyez, on a ajouté un nouveau poste. Là, on a installé Zwiper et le connecté au utilisateur 3000. Et je me connecte autant que 3002. Donc, il faut que quand j'appelle, les deux postes reçoivent l'appel en même temps. 115. Là, comme vous voyez, la musique d'attente et le deux postes reçoivent l'appel. Donc, on est arrivé à la fin de notre tuto. On vous remercie pour votre attention et à plus.